Ja, we gaan eraan beginnen. Voilà, je vous propose de commencer. Dames en heren, Mesdames et messieurs, bienvenue à cette conférence qui est organisée par la Défense active des amateurs d'armes. organisée par la Défense active des amateurs d'armes. Ladies and gentlemen, welcome to the Active Defense of Weapon Owners. I'm very pleased. C'est un réel plaisir pour moi de pouvoir accueillir aujourd'hui une délégation importante de représentants de différentes associations européennes, United Firearms, le Belgian Weapon Forum, le French Belgium UNACT, mais également ARPAC, une association française, ANARMA d'Espagne et Protel, une organisation helvétique. Je voudrais également adresser un mot de remerciement particulier pour la représentation de deux partis politiques qui défendent ouvertement les droits à la détention privée d'armes à feu, le Parti populaire, bien connu, ainsi qu'un nouveau parti politique, le Parti libertarien. Et ces deux formations politiques étaient par ailleurs les deux seules à avoir répondu à notre invitation. Ces personnes seront à votre disposition pour répondre à vos questions après la conférence dans le cadre du drink qui vous sera offert. Je salue également la présence de différents journalistes. Il y a notamment un journaliste du VIF, mais je déplore d'autre part l'absence d'un nombre plus important de représentants de la presse, nonobstant l'invitation qui avait été adressée à l'ensemble des médias et à l'ensemble de la presse écrite. Mais comme nous l'avons indiqué, cette conférence sera filmée et nous assurerons bien sûr notre couverture de cette réunion. Un rapport intégral sera également publié dans le magazine français Cible. Les images seront également disponibles par la suite sur Internet, pour autant bien sûr que nous puissions couvrir l'ensemble des exigences techniques. Ce qui finalement nous conduit au thème que nous souhaitons aborder aujourd'hui, à savoir l'information. Mais alors une information correcte concernant la détention légale des armes. La presse et les médias, ainsi que de très nombreux représentants politiques, s'expriment de façon assez négative par rapport à la détention des armes. Et généralement, ils se limitent à parler au droit à la détention d'armes légales lorsque des incidents interviennent, commis par des criminels, des terroristes, qui utilisent, eux, des armes acquises illégalement. Et à cette occasion, généralement, ils mettent tout le monde dans le même sac, organise la confusion entre la détention légale et illégale d'armes, ce qui rend finalement les détenteurs d'armes qui respectent la loi assez suspects. On les suspecte d'être une partie du problème causé par les criminels. D'autre part, nous avons des réactions positives d'associations et d'individus. Les réactions positives sont systématiquement ignorées ou on leur refuse tout simplement toute publication ou lorsque c'est le cas, on les place dans un contexte assez négatif. C'est la raison pour laquelle il est essentiel pour l'ensemble de la communauté des détenteurs d'armes légales que les recherches scientifiques ou que la recherche scientifique puisse être présentée dans le cadre de nos contacts au titre de preuve pour aller à l'encontre des mensonges et des allégations négatives qu'une grande partie de la presse diffuse, relayées également par des responsables politiques. Différentes études ont été réalisées concernant le lien qui pourrait exister entre la détention légale des armes, ceux qui respectent la loi, et le crime, et toutes ces études conduisent à la même conclusion. Il n'y a tout simplement pas de corrélation, pas de lien. La communauté européenne a fait réaliser une étude de ce type en 1997 et même dans le film qu'il a réalisé, Bowling for Columbine, l'activiste anti-armes Michael Moore arrivait à la conclusion, au terme donc du film, qu'il n'y avait aucun lien entre la détention légale d'armes et le crime. Mais la plupart de ces études ne sont pas publiées, ne sont pas diffusées et accessibles au grand public. Dr. John Lott a réalisé des recherches scientifiques approfondies concernant la détention, la possession légale des armes et le lien qui pourrait exister avec le crime. Et il a établi de façon
persuasive et de façon assez approfondie. Il a pu établir pour le grand public que la détention légale d'armes n'est pas la cause du crime. Mais il a publié ses études et ses conclusions dans un livre que l'on peut facilement lire, qui se laisse facilement lire, More Guns, Less Crime, davantage d'armes, moins de crimes, qui a immédiatement acquis la dimension de best-seller. Ce livre a été utilisé dans le cadre de nombreuses discussions et jamais aucun journaliste ou un spécialiste qualifié a prouvé ou a permis d'établir le contraire des conclusions avancées dans ce livre. Grâce à ce livre, de très nombreuses discussions ont finalement évolué dans notre sens chaque fois que des groupes anti-armes souhaitaient s'attaquer à la détention ou aux groupes qui défendent la détention légale des armes, du moins lorsque ces groupes obtenaient le droit à la parole. Pour obtenir et rassembler ces informations, il a créé le CPRC, le Crime Prevention Research Center, et grâce à ce centre, des informations correctes sont désormais publiées régulièrement en utilisant différents canaux, dont Facebook. John Lott est aujourd'hui régulièrement invité par toute une série de chaînes télévisées, de radios, pour qu'il partage son opinion par rapport aux incidents impliquant des armes de par le monde. Il est invité à participer à des discussions, des débats aux quatre coins du globe pour partager ses conclusions correctes. John Lott a rédigé un nouveau livre concernant la manière, généralement assez négative, dont la presse et les médias évoquent la détention des armes. Nonobstant les preuves que l'on apporte systématiquement et qui démontrent que la détention d'armes ne constitue absolument pas un problème pour la sécurité publique, que du contraire. Il a intitulé son nouveau livre « The War on Guns », la guerre aux armes, parce qu'on a de plus en plus le sentiment qu'il y a un conflit majeur entre les partisans et les détracteurs de la détention des armes. Mais je pense qu'il faut à présent plutôt céder la parole à John Lott pour qu'il puisse présenter son livre. Mesdames et messieurs, la parole est à John Lott. C'est un honneur pour moi que d'être présent ici cet après-midi. Je vois qu'il y a des Espagnols, des Polonais, des Suisses qui sont présents, des représentants d'associations de ces différents pays. Merci d'avoir pris le temps d'être présent. Je voudrais également remercier Daniel, qui a véritablement été la cheville ouvrière de cette réunion et qui nous a aidés lors de notre présence en Europe. Il y a toute une série de questions à évoquer avec vous cet après-midi. Je pense que on peut peut-être montrer comment ce débat a évolué aux États-Unis. Ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un sondage d'opinion concernant la détention des armes. C'est une étude qui a été réalisée par Pew, d'autres ont été réalisées par CNN, Gallup, qui donne des résultats somme toute assez similaires. Mais ce que vous voyez ici en rouge, c'est le soutien au renforcement des contrôles. En bleu, l'opposition à davantage de contrôle de la détention des armes. Et vous voyez que il y a une augmentation. On a observé une augmentation durant les années 90 avec ensuite une diminution. Ces dernières années, on constate que finalement il y a eu davantage d'opposition au contrôle des armes et que finalement le soutien à cette option a reculé. Donc il y a donc effectivement eu un changement majeur intervenu ces 20 dernières années. Et je pense que ce changement s'explique de façon somme toute assez simple. D'autres études interrogeaient les citoyens concernant la sécurité liée à la détention des armes. Et ce que je vous montre ici, c'est le résultat d'une étude réalisée par Gallup, un sondage. Donc la question était de savoir si la détention d'armes vous faisait en sorte que vous vous sentiez en sécurité. En bleu, oui. En rouge, les gens qui estimaient que la détention d'armes induisait des dangers. Vous deviez savoir que à la fin de 2014, 63% des Américains estimaient que la présence d'armes dans une maison assurait ou renforçait le sentiment de sécurité. Vous avez d'autres questions qui étaient liées, comme par exemple, est-ce que le port d'armes dissimulées renforce la sécurité, ou sentez-vous davantage en sécurité lorsque vous savez que des voisins détiennent des armes légalement?
Et donc, je dirais à la fin des années 90, on constate qu'il y a véritablement eu un changement dans l'esprit des citoyens. Les gens se sentent davantage en sécurité lorsqu'ils savent que des gens dans leur voisinage ont des armes ou lorsqu'ils sont en présence de gens détenant des armes. Lorsque vous reprenez ces études, on constate qu'il y a près de 85% de variation par rapport à la position relative à la détention des armes. Certains pensent que la détention d'armes est une meilleure option, d'autres s'opposent de plus en plus au contrôle. Alors, c'est en partie lié au fait que les médias ont commencé à couvrir l'usage défensif des armes et bon, évidemment, vous avez les fusillades qui ont effectivement eu une incidence sur l'évolution des chiffres, comme vous l'avez vu aux États-Unis, parfois également en Europe, mais toutes les fusillades en public interviennent dans des endroits où les gens sont autorisés à porter des armes. Donc, simplement pour vous donner une idée de l'évolution qu'a connue ce débat aux États-Unis au fil des années. Alors, je vais poser une question de portée somme toute assez générale et ensuite j'avancerai quelques éléments de preuve. Davantage d'armes, est-ce que davantage d'armes signifie davantage d'homicides? Je ne suis pas d'accord avec certaines personnes, enfin, lorsqu'on dit qu'il n'y a pas de relation. Non, je pense que c'est précisément le contraire. Je pense que les armes sont plutôt là pour sauver des vies. Mais, bon, je vais peut-être ouvrir ici un débat plus académique pour permettre de mieux comprendre le débat. Il y a finalement trois types de données disponibles. Ce que nous appelons les données qui intègrent différents endroits au même moment. Par exemple, aux États-Unis, vous entendriez parler, somme toute assez typiquement, mais bon, par exemple, en Angleterre, les lois sont très strictes. Peu d'armes, peu de taux d'homicide comparé aux États-Unis. Donc, l'existence de ces lois assez strictes implique qu'il y a peu d'homicides. Voilà, c'est ce que nous appelons une comparaison. Mais avant qu'il n'y ait une loi sur le contrôle des armes, il y avait de toute façon un taux d'homicide assez faible. Donc le chiffre que l'on observe aujourd'hui est là, malgré le fait que, ou nonobstant le fait que l'on ait mis en place ce type de loi ou de disposition légale de contrôle des armes. L'autre type de données que vous avez, c'est ce que nous avons les séquences chronologiques. Vous regardez ce qui se fait durant toute une période et puis vous avez plutôt des données liées au panel où on regarde ce qui se fait à toute une série d'endroits au même moment. Mais c'est finalement ce qui est utilisé par toute une série d'universitaires lorsqu'ils réalisent des études. Prenons deux exemples. Il y a un débat qui fait rage aux États-Unis concernant la peine de mort. Dans le New York Times, une étude avait été réalisée concernant les États qui pratiquent la peine de mort et ceux qui ne la pratiquent pas. Donc, ceux où il y a la peine de mort présentaient un taux d'homicide plus important que les autres. Donc, on a presque le sentiment que l'existence et l'application de la peine de mort entraîneraient davantage d'homicides. Mais vous ne pouvez pas mener ce type d'études. Tout d'abord, il est très difficile de contrôler les différences et d'autre part, vous devez véritablement poser la question de savoir pourquoi différents États ont voulu appliquer la peine de mort. Et dans ce cas-ci, la peine de mort a été décidée parce que les États qui comptaient le plus ou le taux d'homicide le plus important étaient ceux qui avaient la peine de mort. Donc, certains États n'ont pas estimé qu'il était indispensable d'instaurer ce type de mesures. On pourrait penser que la peine de mort est liée à un nombre important de meurtres, même si en raison de la peine de mort, vous avez une diminution du taux d'homicide. Non, la seule possibilité, si vous voulez avoir une idée précise, c'est de voir comment les taux d'homicide ont évolué avant
et après l'introduction de la peine de mort, et on voit qu'il y a des évolutions par rapport aux États où il n'y a jamais eu de changement. Et c'est ce que nous appelons les données de panel, où nous examinons ce qui se fait dans de très nombreux endroits au fil du temps. Le problème par rapport aux données chronologiques, ces séquences chronologiques, c'est qu'il n'est pas possible de distinguer les différents facteurs susceptibles d'amener un changement. Je vais vous donner un exemple. Je pense que vous avez tous déjà vu des films américains avec des meurtres, des films policiers. Vous avez vu ces policiers lire les droits aux criminels. Vous avez le droit de garder le silence, etc., etc. Vous avez sans doute déjà tous vu ces scènes et vous connaissez ces textes par cœur comme les connaissent les Américains. Ils sont le résultat d'une décision prise en 1963 par la Cour suprême des États-Unis. Certains universitaires aux États-Unis estiment que c'est cette décision prise par la Cour suprême des États-Unis qui a finalement entraîné une flambée des crimes aux États-Unis à la fin des années 60 et 70, étant donné qu'il était beaucoup plus difficile de constituer des dossiers légaux contre les criminels. Est-ce possible ? Peut-être, c'est peut-être exact. Le problème, c'est que nous ne pourrons jamais apporter une réponse à cette question. On ne pourra jamais fournir des preuves statistiques. Et la raison est toute simple. Nous n'avons finalement qu'un seul exemple où la Cour suprême a pris une décision qui a changé les règles pour l'ensemble des citoyens dans tout le pays au même moment. Et si certains pays avaient déjà appliqué la loi Miranda, et d'autre part, on aurait peut-être pu voir comment évoluer les chiffres de la criminalité aux États-Unis. Mais il y a tant d'autres facteurs qui ont évolué au même moment. Par exemple, en 1963, il y avait 3 autres décisions importantes de la Cour suprême des États-Unis qui concernaient le crime. En limitant simplement à une analyse, vous ne pouvez même pas faire la différence. Peut-être que toutes ces décisions ont eu un impact sur le taux de criminalité à l'époque. Donc il y a toute une série d'autres facteurs qui ont évolué au courant des années 60. Tout ce que nous savons, c'est que le taux de criminalité était supérieur après la décision prise par la Cour suprême, après toutes les décisions, des chiffres clairement supérieur à ce que l'on connaissait par le passé. Mais donc il n'y a aucun élément qui permet effectivement d'isoler, de distinguer l'incidence, l'impact qu'a eu la décision de la Cour suprême des États-Unis sur la situation. Autre élément que je tenais à souligner concernant les données dites données de panel, c'est que si vous avez de nombreux endroits ou de nombreuses juridictions qui ont modifié leurs lois au fil des années, vous pouvez peut-être progressivement essayer de faire la distinction entre toutes les mesures qui ont été instaurées. Peut-être qu'un État a adopté des lois concernant le port d'armes dissimulées et qu'un autre État a accordé davantage de moyens financiers pour le ministère public, ou alors ils ont voté d'autres lois qui autorise le port d'armes dissimulées pour la protection, mais également préféré accorder des moyens supplémentaires aux services de police. Donc il y a toute une série de combinaisons que l'on peut envisager. Mais il n'y a pas suffisamment d'analyse au fil des années pour effectivement pouvoir isoler, identifier les facteurs qui ont une incidence sur l'évolution du taux de criminalité. Et donc, bon, je ne sais pas si vous le savez, mais la majeure partie du travail empirique réalisé par les universitaires aux 4 coins du globe utilise des données qui nous viennent des États-Unis. En Australie, en Grande-Bretagne, en Allemagne, ils utilisent des données américaines pour pouvoir effectuer des études. Et pourquoi utilisent-ils les chiffres américains? Parce que les États-Unis ont près de 51 laboratoires différents. 51 États, les 50 États et le district de Columbia. Donc, vous avez des entités similaires qui ont changé les dispositions légales à différents endroits, ce qui vous permet, à ce moment-là, il faut l'espérer, d'identifier les différents facteurs qui peuvent avoir une incidence sur la criminalité. Donc, je voudrais alors, avec vous, évoquer différentes données, simplement pour vous donner quelques idées. Commençons à ce moment-là par la première série de données. C'est ce que l'on utilise pour le débat sur les armes. Je ne pense pas que ce soit véritablement utile d'examiner ce type de données parce que c'est ce que nous entendons généralement. On établit des comparaisons à un certain moment, une comparaison entre différents pays. Donc,
voilà le taux de criminalité, le taux d'homicide dans les différents pays pour lesquels on dispose de données. Je pense que ici, vous ne trouverez pas toute une série de pays, mais certains pays ne communiquent même pas de données ou ne rassemblent pas de données concernant le taux d'homicide. Donc voilà, je vous dirais, ici, vous avez près de 180 pays. Les États-Unis sont ici en rouge. La médiane est présentée ici en bleu. Donc la moitié des pays sont à gauche, la moitié à droite, et le taux de criminalité ou le taux d'homicide moyen est illustré ici à l'écran. Alors il y a différents constats qui s'imposent. La plupart des comparaisons impliquent ou concernent les homicides. Je ne sais pas si c'est un facteur idéal pour ce type d'exercice de comparaison. Vous connaissez la différence entre un homicide et un meurtre? Il y a quand même une différence importante, et certainement pour les États-Unis. La différence entre l'homicide et le meurtre, c'est ce que nous appelons les homicides justifiés. Ce qui se passe lorsqu'il y a de l'autodéfense. Donc aux États-Unis, vous parlez à ce moment-là de 3000 homicides justifiés par an par l'effet de la police ou de citoyens. Donc pour les États-Unis, la différence est bien plus marquée que dans les autres pays. Lorsqu'on utilise l'homicide, si vous utilisez les meurtres plutôt que les homicides, on pourrait par exemple réduire ce chiffre de près de 20%, ce qui finalement permettrait aux États-Unis de se déplacer davantage vers la gauche dans ce graphique. Donc c'est un élément qui doit bien sûr être pris en compte. Autre élément à prendre en compte, c'est le fait que bien souvent, les citoyens ont une certaine image lorsqu'on parle du taux d'homicide ou de criminalité aux États-Unis. Ils pensent qu'il y a une forme de taux uniforme, que la situation est identique dans l'ensemble du pays. Rien n'est moins vrai. On sait que la situation est très très différente aux États-Unis. 75% des meurtres commis aux États-Unis interviennent dans 3% des comtés et qui représentent 20% de la population, ces trois comtés. Donc, il y a 3140 comtés aux États-Unis. 90 de ces 3140 comtés, 90 représentent près de 75% des meurtres. Et si vous pouvez un jour voir une carte des meurtres aux États-Unis, des comtés, pour ces comtés qui connaissent des chiffres de criminalité importants, on constate qu'ils sont répartis de façon inégale sur l'ensemble du comté. Ils sont concentrés dans 2-3 hotspots dans ces comtés. Donc quasiment une large majorité des meurtres commis aux États-Unis sont commis même pas dans les 3% de ces comtés, mais même au niveau de ces comtés, vous constatez qu'ils sont circonscrits à des zones très limitées. Généralement, c'est lié au trafic de stupéfiants. La majeure partie de la criminalité aux États-Unis est liée aux stupéfiants, au trafic de drogue. Voilà, simplement pour vous donner une idée, lorsque vous voyez la position qu'occupe le pays, c'est une idée qui n'est pas véritablement exacte au niveau de la criminalité. Aux États-Unis, cette criminalité est véritablement circonscrite à des zones bien limitées. Et je voudrais simplement vous montrer cela. Ici, c'est les homicides par arme à feu. Et il y a quelques petites choses à vous montrer ici. Et donc, ça, ce sont les études qui ont fait les études. Et donc, la chose principale, c'est la suivante. Tout d'abord, avec les homicides à armes à feu, il y a beaucoup de pays qui ne font pas de rapport. Ils font simplement de rapport en ce qui concerne les homicides. Alors, lorsque vous faites des comparaisons parmi les pays, le taux est très élevé aux États-Unis à l'heure actuelle. Et donc, c'est en bleu, c'est ici pour les États-Unis. Au rouge, c'est la moyenne et la médiane est ici, quelque part ici. Alors, la moitié des pays se trouvent au-dessus, la moitié en dessous. Et pourquoi est-ce que les États-Unis sont si loin là? Parce que ce sont les pires en termes d'homicide avec armes à feu. Non, ils ne font pas simplement de rapport à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous avons ce chiffre. Alors, lorsque les personnes font des comparaisons, il faudrait leur poser la question, comment est-ce que vous allez changer les résultats si vous vous occupez simplement des homicides ou des homicides avec armes à feu? Mais
Vous devez comprendre que cette discussion est poussée par les données données par les différents pays. Un pays comme la Russie, par exemple, ne fait pas de rapport en ce qui concerne les homicides armes à feu, mais on sait qu'ils en ont pas mal. Ils ont un taux de 3 à 4 fois plus important que celle des États-Unis. Il y a un taux d'homicide avec des armes à feu qui est également comparable avec celui des États-Unis, mais ils ne font pas de rapport à ce sujet. C'est la raison pour laquelle nous ne connaissons pas les résultats. Alors ici, l'étude sur les petites armes. Donc voilà, les données manquent pour pas mal de pays. Mais si vous prenez ici cette enquête group in Geneva. et donc ça c'est une fondation qui a fait cette étude et ils ont mesuré en fait les armes par 100 personnes. Moi, j'aurais regardé le pourcentage de la population personnellement. Mais si j'ai 1% de la population qui a des armes, c'est tellement différent d'avoir d'autres chiffres. Alors, pour voir si le port d'armes est important ou pas. Mais de toute façon. Et c'est également un problème avec cette manière. La Suisse, par exemple, la Suisse est dit d'avoir 47 armes par 100 personnes. Les États-Unis, vous voyez les chiffres également. Et l'Israël dit qu'il y a 7 armes. Il y a quelqu'un qui vient d'Israël ici? Oui, il y a quelques personnes. Est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que ces chiffres... Est-ce que vous pensez que les Israéliens possèdent 10% de moins d'armes que les Américains? Donc, vous devez bien comprendre. La manière dont ils ont fait cela, ils ont regardé la détention légale. Donc, vous pouvez avoir la possession d'armes, vous pouvez avoir la possession d'une arme depuis 50 ans. Donc, on vous donne une arme et vous gardez cette arme chez vous. Mais qu'est-ce que les gens font avec cette arme? Il faudrait voir si les gens possèdent les armes et pas si les gens utilisent les armes, s'ils techniquement ils possèdent ces armes. Pour la Suisse, alors, je vous donne cet exemple-là. Une des raisons pour laquelle les chiffres suisses sont tellement élevés, c'est que ça a été fait en 2008. En 2008, lorsque la Suisse avait des problèmes d'armes au poing, mais ces armes en fait appartenaient au gouvernement et ils n'étaient pas inclus dans cette enquête. Donc, vous pouvez continuer à acheter ces armes, mais tous ces armes qui sont détenues à la maison ne sont pas comptées et ne font pas partie de ce taux de port d'armes parce que ça appartient à l'État. Et on ne sait pas si les gens ont ça. Donc le problème, c'est que si vous regardez le chiffre en Israël et en Suisse, et en ce qui concerne la possession plutôt que la détention, donc le taux serait complètement différent. Je crois que ce serait aussi élevé qu'aux États-Unis et Israël serait bien plus élevé. Mais même si vous regardez les chiffres tels qu'ils sont présentés, il semble que les pays qui ont un taux le plus élevé d'homicides ont un taux de possession d'armes le plus bas ici. Donc, vous voyez, ceci vous montre une possession très élevée d'armes, taux d'homicide très bas. Alors, ça, c'était le taux d'homicide avec armes à feu et vous obtenez le même rapport ici avec les différents pays. Donc le taux d'homicide avec armes à feu est à peu près le même que le taux d'homicide en général. Alors, je vais vous montrer les chiffres pour les pays développés parce que ici, c'est une comparaison très souvent qui est faite. Et donc, voilà, nous utilisons la liste des pays de l'OCDE. Il y a quelques pays comme la Russie qui n'est pas inclus
en tant que membre formel de l'OCDE et à cause de problèmes politiques. Ils sont presque devenus un membre, mais il y a eu le problème de la Crimée, il y a eu le Brésil qui a eu des problèmes de corruption, mais ils sont listés. Et je vais vous montrer ce qui se passe avec et sans leur inclusion. Vous avez les États-Unis ici et vous pouvez voir la classification des États-Unis par rapport aux autres pays. Alors, posons une question ici. Si nous nous débarrassons des pires pays, la Russie, le Mexique, le Brésil, on se débarrasse de ces pays-là, on n'en tient pas compte. Et on regarde simplement tous les autres pays, sauf les États-Unis. Et qu'est-ce que les États-Unis peuvent tirer comme leçon en regardant les rapports entre le taux de possession et le taux d'homicide. Et donc, vous voyez un rapport légèrement négatif ici en ce qui concerne plus d'armes à feu par 100 personnes et vous regardez le taux d'homicide et le rapport entre les deux. Mais comment est-ce que ça change si on regarde les États-Unis? Les États-Unis sont bien loin là. Donc, vous le voyez, les États-Unis sont là. Et ça change complètement le schéma. Au lieu d'avoir un rapport négatif, simplement un pays. Vous voyez que ces résultats sont assez sensibles. Et la raison pour laquelle c'est tellement sensible, et je suis sûre que les gens qui ont mis ensemble ces données connaissent cette sensibilité parce que c'est tellement loin que ça change complètement les résultats. Alors, si vous regardez la Suisse et Israël, et si vous les ajoutez dans le taux de possession plutôt que le taux d'appartenance, ils seraient ici. Et alors, si on met ces deux pays-là, vous voyez que le changement sera radical. Si vous comprenez les autres pays développés comme la Russie, le Mexique et le Brésil, et si vous comprenez également les États-Unis et les chiffres pour Israël, vous avez toujours un rapport négatif. Donc, je vous montre que les gens disent qu'il y a des relations positives entre le taux d'homicide et le taux de possession dans les différents pays. Vous devez comprendre la raison. C'est basé sur un pays, les États-Unis, et ça a beaucoup de choses à voir avec le problème de la possession, de la détention des armes à feu. Je voudrais simplement souligner le fait, je crois qu'il n'est pas utile de regarder toutes ces données transversales. Je vous les montre simplement parce que les gens en parlent. Les gens en parlent lorsqu'ils font des comparaisons, ils regardent ces données transversales. Mais je voudrais vous dire ce sur quoi c'est basé, quelles sont les hypothèses qu'ils mentionnent dans leur discussion. Mais à nouveau, je voudrais vous dire personnellement, je ne crois pas dans ces données transversales parce qu'on ne peut pas comprendre toutes les choses et tous les endroits. Alors, il y a une question qui se pose ici maintenant. Est-ce que vous pouvez nommer un endroit dans le monde, n'importe quel endroit dans le monde où les armes ont été supprimées, interdites, toutes sortes d'armes et que le taux de meurtre a diminué? Vous pouvez me nommer une place dans le monde. Voilà. Une place, un endroit. Moi, j'ai pas pu trouver tout endroit dans le monde où on a interdit les armes n'a pas vu une diminution du taux d'homicide, du taux de meurtre. Et je voudrais simplement vous présenter certaines données. Et ensuite, je vais vous parler de Washington, D.C. et de Chicago. Et ensuite, nous aurons une discussion internationale. Au mois de février 1977, Washington, D.C. a interdit les armes
et on ne pouvait pas utiliser une arme pour l'autodéfense. Vous pouviez avoir une arme, mais si vous vouliez mettre une munition dans l'arme, à ce moment-là, ça c'était un crime et vous pouviez aller en prison pendant 5 ans. Donc, simplement prendre les munitions et le mettre dans l'arme, ça vous amenait en prison. Donc, moi, je peux vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé à Washington, D.C.? Est-ce que le taux de meurtre a augmenté, diminué? Ou bien je peux voir comment Washington, D.C. se classifie par rapport à d'autres villes? Et donc, ça n'a pas beaucoup d'importance. Vous avez exactement les mêmes résultats. La raison pour laquelle très souvent vous comparez des villes les unes aux autres, et c'est parce qu'aux États-Unis, et ça c'est vrai dans la plupart des autres pays également, le taux de meurtre pour les villes monte et descend. Donc la question que vous voudriez poser, c'est si une ville change sa loi, comment est-ce que ça va changer le taux de meurtre par rapport aux autres villes qui n'ont pas fait cela. Donc moi, j'ai parlé de ça dans mon livre « Morgan's Less Crime ». Mais il y a 3 manières de voir la situation. Premièrement, regardez ce qui s'est passé au taux de meurtre à Washington, D.C. avant et après. Il y a une année... Il y a simplement une année où le taux de meurtre était plus bas qu'auparavant. Au Chicago, il n'y a pas d'année après l'interdiction. Donc, il n'y a eu aucun changement. Et l'autre manière de le faire, c'est de simplement classifier les villes. Si vous regardez les 50 premières villes, avant, le Washington était à la 20e position. Après l'interdiction, le Washington était le premier ou le deuxième. Et dans les 4 premières villes pour le taux de criminalité. Et donc, vous voyez quelque chose de semblable pour Chicago. Et donc, ce que je vous montre ici, c'est un petit peu différent. C'est une dernière manière de regarder la situation. Ça ne montre pas un grand changement, mais il y a un changement ici. Ceci vous montre le taux de meurtre à Washington par rapport aux autres villes. Donc, vous voyez le taux qui diminue par rapport aux autres villes à hauteur de 40%, 10%. Et ensuite, avant l'interdiction, on a remonté jusqu'à 40%. Ensuite, c'est assez plat. Et ensuite, 40%, 80%. 30 ans après l'interdiction. Et donc, si je continuais ce schéma, ce serait encore pire. Pour Chicago, vous voyez quelque chose d'un petit peu semblable. Chicago, c'est comparé avec 10 autres villes, mais je pourrais en mettre davantage. Donc c'était un petit peu plus bas que les autres villes. Ensuite, au mois de novembre 82, nous avons eu un petit changement. Donc, après l'interdiction, on a eu une remontée. Après l'interdiction, le taux de meurtre à Chicago a augmenté, mais très légèrement par rapport aux autres villes. Et donc, vous voyez ce qui se poursuit à travers le temps. Alors, très souvent, on dit, bon, ben ça, c'est pas équitable, c'est pas juste. Parce que les gens pourraient toujours acheter des armes dans d'autres endroits aux États-Unis. Ils pourraient en acheter en Indiana, en Illinois, tout près de Chicago, ou bien à Washington, D.C. Vous pouvez aller simplement à la frontière et acheter des armes là. Et ils disent, vous devriez interdire les armes partout dans le pays, parce qu'il y a des frontières, sinon on passe la frontière. Les gens peuvent acheter des armes autre part. Ça n'explique pas vraiment pourquoi le taux de meurtre a augmenté. Ça explique pourquoi ça n'a pas diminué autant qu'on avait prévu. Donc on a pensé que ce n'était pas tout à fait équitable, qu'on aurait dû inclure tout le monde, plutôt que d'expliquer cela après. Et ce que je vais vous montrer maintenant, c'est un autre problème.
Donc, nous allons parler de la frontière pour voir ce que l'on peut faire. En fait, nous allons voir ce qui se passe. For Ireland, this is the Republic of... Voilà, ici c'est la République d'Irlande. Nous regardons tous les pays insulaires. Et donc, vous voyez qu'en 72, ils ont eu une interdiction complète. Avant 72, le taux d'homicide montait, descendait. Mais ensuite, dès qu'il y a eu cette interdiction, vous voyez, bien évidemment, le taux de meurtre a augmenté. Les gens ont dit qu'au cours de ces années, il y avait pas mal de violences dues à la drogue. Mais même si vous supprimez cette année-ci ici, c'est bien évidemment que vous avez un taux de meurtre bien plus élevé que ce qui existait avant l'interdiction. Well, I guess this is what happened when I converted or gave you the copy for... Voilà. Donc ça, c'était supposé être la Jamaïque. Hein. Mais ce que vous auriez vu, c'est que le taux de meurtre en Jamaïque jusqu'à l'interdiction au mois de janvier 1975, donc c'était assez plat. Un petit peu de variation au début des années 70 et dès que l'interdiction est arrivée, ça a augmenté considérablement, mais de nouveau, il y a eu une augmentation ici. Et ensuite, le même schéma que celui que vous avez vu pour l'Irlande. Il y avait pas mal de personnes qui ont montré et qui ont dit, bon, ben ça c'est un problème de drogue. Et c'est vrai. Mais j'imagine que ce que je voudrais vous dire ici, vous faire passer comme message, c'est que l'interdiction n'a pas empêché le taux de criminalité. Moi, je suis allée au Mexique pour aller au comité du Sénat et parce qu'ils veulent refaire le contrôle des armes. Et donc, ils ont dépensé pas mal de ressources pour essayer de stopper les drogues, comme les États-Unis d'ailleurs, qui ont dépensé pas mal d'argent pour la drogue également. Mais donc, combien de temps avant les drogues illégales pourraient rentrer aux États-Unis? Si vous viviez à El Paso, qui est proche du Mexique, à 15 minutes, à 20 minutes avant la frontière mexicaine, combien de temps avant que les gangs amènent des armes aux États-Unis? Combien de temps? Si un gang voit un autre gang, ils ne vont pas aller à la police en disant « Bon, il y a cet autre gang, est-ce que vous pouvez peut-être nous aider à... » Non, non, ils doivent établir leur propre corps militaire pour essayer de se battre contre cet autre gang. Donc, nous avons dépensé pas mal de ressources pour faire en sorte que ces drogues illégales ne rentrent pas aux États-Unis. Mais si vous allez aux universités, si vous passez vous parlez aux personnes, est-ce que c'est difficile pour les personnes d'acheter des drogues illégales? On va vous rire au nez, on va vous dire c'est très très facile. Ce sont les mêmes gangs qui vendent les drogues illégales et qui vendent également les armes. Ce sont les mêmes gangs. Et donc la notion, disant que vous allez avoir plus de succès pour arrêter ces drogues illégales que pour la possession d'armes. Donc, que ce soit en Jamaïque ou en Irlande,
Mon livre de Morgan's Less Crime a un exemple de l'Irlande, mais ici, il y a un graphique pour la Grande-Bretagne. Au mois de janvier, en 77, la Grande-Bretagne a mis une interdiction. Et 8 ans après, il y a eu 50% d'augmentation du taux de criminalité et ensuite c'est redescendu. Et moi, je ne connais pas les chiffres, mais je crois que on a encore un petit peu diminué pour les années à venir. Mais ici, vous voyez, pourquoi est-ce qu'il y a un pic là et pourquoi il y a une diminution? Est-ce que c'est un effet de la prohibition? Non, les gens en ont eu marre du taux de criminalité très élevé. Alors, ils ont demandé aux politiciens de faire quelque chose à ce sujet. Et à partir de l'année 2001 jusqu'en 2003, sur la base de cette pic que vous avez vu en 2002, ils ont eu 80% de policiers en plus. Donc, une augmentation considérable de policiers dans une période de temps très limitée. Et si vous avez lu mon livre, vous savez que les policiers sont des personnes très, très importantes. Et donc, ils ont eu une augmentation considérable de policiers et à ce moment-là, vous allez avoir une réduction du taux de criminalité. Mais même avec cette augmentation après l'interdiction, donc, vous voyez qu'ils ont dû attendre avant d'avoir les chiffres qui existaient avant la prohibition, avant l'interdiction. I think I'll spend a little bit of time talking about. Je pense qu'on peut peut-être évoquer maintenant la question des fusillades en public. On a le sentiment qu'aux États-Unis, ou plutôt que les États-Unis sont un exemple assez unique en termes de fusillade en public. Je pense que je pourrais vous donner ici je donne plein de citations d'Obama par rapport à ce problème-là, mais l'année dernière, le président Obama avait déclaré que ça n'arrivait pas dans d'autres pays évolués, ce type de massacre, de fusillade. Donc, on n'observe aucune situation similaire ailleurs de par le monde. Il a même déclaré que chaque fois que nous sommes confrontés à ce type de fusillade, ça n'arrive pas dans les autres pays. Voilà. Effectivement, si on se limite à écouter les médias internationaux, ils relaient bien sûr ce type de discours. Mais la difficulté réside dans le fait que tout cela n'est tout simplement pas exact. Je vais vous donner quelques chiffres pour les 7 premières années du mandat d'Obama. Donc, je ne l'ai pas encore tout à fait actualisé, mais ça ne changera pas grand-chose par rapport aux chiffres que l'on tirera de ces 8 années d'Obama à la Maison-Blanche. Si vous utilisez la définition retenue par le FBI pour les fusillades en public, donc il s'agit d'une fusillade qui a lieu dans un lieu public, avec plus de 4 personnes qui sont tuées et qui ne découlent pas d'un autre crime. Donc la guerre entre les gangs, par exemple, pour le contrôle des trafics de stupéfiants. Alors, ils essayent d'utiliser cette définition pour se limiter aux fusillades dans les écoles où l'objectif, c'est de tuer du monde. Voilà, ça c'est l'objectif. Plutôt que certaines fusillades où il s'agit tout simplement de fusillades entre les gangs pour le contrôle de territoire. Alors, une fois que, et c'est là où je réclame votre attention, vous devez savoir que durant cette année, il y a eu 25 fusillades en public aux États-Unis et en Union européenne, avec, je dirais, un bilan qui est assez identique, 0,083 personnes tuées par million d'habitants aux États-Unis, pardon, dans l'Union européenne, 0,089 habitants tués par million d'habitants aux États-Unis. Donc, le taux est même 2 fois plus élevé dans l'Union européenne qu'aux États-Unis. 0,19 aux États-Unis, 0,087%. Donc le taux de victimes totales, donc les tués et les blessés sur ces 7 années, était 50% supérieur pour l'Union européenne par rapport à ce que l'on observe aux États-Unis. Et vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible? Comment c'est possible? Je pense que vous vous rappelez tous certaines fusillades importantes aux États-Unis, mais avez-vous encore à l'esprit ce qui s'est passé en Europe?
J'ai préparé pour vous ici une liste. Donc, dans le livre de War on Guns, vous avez une liste. Vous pouvez à nouveau consulter cette liste. Voilà, les principaux massacres aux États-Unis, donc de 2015 jusqu'au début de l'année 2009, lorsque Obama a accédé à la Maison-Blanche, San Bernardino, Chattanooga. Vous avez également le Springfield, Missouri, certaines fusillades à Washington D.C. Dans le site des chantiers navals de la Navy, Fort Hood par exemple, au Texas. Donc voilà, vous avez toute une série d'exemples de fusillades. Mais je n'ai pas envie de vous submerger de chiffres et de données. Mais voyons les 25 fusillades intervenues durant la même période en Europe. Un élément qui m'a assez intéressé est lié au fait qu'après une fusillade aux États-Unis, on entend toute une série de remarques dans les médias. Vous avez des coups de téléphone qui vous viennent des journalistes allemands, par exemple. Ils me disent, mais c'est quoi le problème avec les États-Unis? Comment se fait-il que vous ayez toutes ces fusillades à l'école? Et ce que je leur réponds à ces journalistes allemands, c'est la chose suivante. Les 5 pires fusillades intervenues dans les écoles aux États-Unis ou en Europe, pouvez-vous me dire dans quel pays est intervenue la pire? C'est dans l'Allemagne. Mais le journaliste allemand ne semblait même pas se rappeler de ce qui s'était passé en Allemagne. Donc voilà, j'ai ici les chiffres pour 2009. À Winnenden, la fusillade à Winnenden intervenue en 2009, avec 13 personnes tuées, 7 ont été blessées. Vous avez ici d'autres universités, ce qui s'est passé en Finlande, en Angleterre, une autre fusillade, ce qui s'est passé en Norvège, bien sûr ce qui s'est passé en Belgique en 2011, la France, oui. Intervention sans micro, désolé. No, I know. Look, I understand. Non, je sais, je comprends, mais les chiffres ici traduisent les données concernant l'Europe. Il y en a plus de 25. Je voulais simplement vous dire, je sais qu'il y a une différence entre l'Union européenne et l'Europe. Je sais très bien. Mais ici, il s'agit des fusillades qui ont eu lieu en Europe et donc dans l'Union européenne. Donc je sais très bien que la Slovaquie, que la Macédoine n'est pas membre de l'Union européenne, l'Albanie pas davantage, la Serbie pas davantage. Donc voilà, vous avez des chiffres pour toute l'Europe. Et puis, pour l'Union européenne, donc je reconnais déjà à ce niveau-là qu'il y a une différence entre les deux entités. Mais la Norvège n'est pas davantage un État membre de l'Union européenne. Oui. Intervention sans micro, désolé. OK. Oui, OK, ça va, c'est bon. Soit. Donc oui, là, il y a une erreur avec la Norvège, oui. Okay. So if you break it down by individual country, alors si nous analysons ça par État européen par rapport aux États-Unis, vous constaterez à nouveau, voilà, c'est toute l'Europe, ce n'est pas uniquement l'Union européenne. Vous retrouvez là la Macédoine, l'Albanie, la Serbie, la Confédération helvétique, qui n'est bien sûr pas un membre de l'Union européenne, la Norvège, la Slovaquie, la Finlande, la Belgique, l'Australie, la République tchèque. Voilà des chiffres par habitant. Alors pourquoi examiner le taux par habitant et pas uniquement le nombre, parce que, bon, bien sûr, ces pays ont des populations somme toute assez limitées. Vous voyez, les États-Unis, vous avez près de 320 millions d'habitants. L'Allemagne, le plus grand pays de l'Union européenne, compte 80 millions d'habitants. Et donc, la Norvège, je crois qu'il y a 5 millions d'habitants en Norvège, 4,5. Donc là, effectivement,
je pense qu'au niveau démographique, la situation est différente en Suisse. Vous avez près de 8 millions d'habitants en Suisse. Et la France, je crois que c'est près de 60 millions d'habitants. Mais donc, vous devez pouvoir adapter les données pour tenir compte de la situation démographique. Alors, quelle est la fréquence au niveau de ces fusillades en public? Eh bien, les États-Unis occupent la 12e position. À nouveau ici, je vous invite à comparer les données chiffrées. Il s'agit du taux annuel par habitant, Norvège, Serbie, France, là aussi la République tchèque, la Belgique, un chiffre supérieur au chiffre des États-Unis qui occupe la 11e position au niveau de taux de mortalité. Alors, si nous examinons alors les chiffres concernant les blessés, les États-Unis occupent la 16e position. Donc voilà, quelques fusillades intervenues dans l'Hexagone durant cette période. Il y en a d'autres qui sont intervenues avant, mais ici je crois que nous remontons jusqu'en 2015. Voilà, oui, 2015, il y a eu 4 fusillades en public. Il y en a eu 4 également aux États-Unis durant cette même période. Vous aviez donc 150 personnes tuées, 382 blessés en France en un an, donc 532 victimes. Si vous vous concentrez sur les 8 premières années de la présidence Obama, on est à 442. 442, donc il y a eu moins de victimes dans le cadre de fusillades en public aux États-Unis, sur cette période de 8 ans, moins que ce que l'on a pu observer en France durant une seule année. Et pourtant, la France a une population de 60 millions d'habitants et les États-Unis une population de près de 320-330 millions d'habitants. Now, one thing to do is to look cross countries. Alors, effectivement, voyons quelle est la situation dans les autres pays qui ne sont pas des pays européens sur une perspective temporelle plus longue. Voilà. Alors, vous avez dans les années 70 connu toute une série de fusillades, les années 70, 80. Vous aviez la Rote Armee Fraktion. En Allemagne, vous avez eu les attentats commis dans les aéroports, mais ces attaques ici ont été perpétrées aux 4 coins du globe. J'en ai retenu 25 ici. Nous débutons en 1970 jusqu'en 2016. Et ce qu'il faut retenir de ces données, nous allons ici du pire, je dirais. Nous partons par les situations les plus meurtrières. Et ce que je constate, c'est que pour toute une série de pays, il est particulièrement difficile d'obtenir des données. En Afrique, nous avons connu des situations où 30 personnes ont été tuées dans une fusillade et on ne retrouve qu'une information à ce sujet. Il y a des pays qui connaissent des taux de criminalité 20 fois supérieurs à ce que l'on observe aux États-Unis et il n'y a aucune couverture médiatique. Donc on estime que finalement, ce n'est pas assez intéressant pour être relayé dans les médias et dans les informations. Alors, peut-être une anecdote assez intéressante. Lorsque je collectais ces données, je me suis penché sur ce qui s'est passé dans les îles Salomon. Je crois qu'il y a 500 000 habitants. Et par accident, j'ai découvert un rapport rédigé par les services de police pour les îles Salomon, un rapport de police qui se penchait sur les meurtres et les autres types de violences de 2001 à 2005. 130 pages. Et un paragraphe était consacré au fait qu'il y avait eu 3 fusillades importantes dans les îles Salomon durant cette 5 périodes avec au moins 10 personnes tuées dans chacune de ces attaques. Donc j'ai contacté le département de police des îles Salomon et ils m'ont dit « Oui, mais vous avez eu ces 3 fusillades, ces 3 attaques en l'espace de 5 ans. Mais je suppose qu'il y a eu d'autres fusillades, d'autres attaques les autres années. Est-ce que vous pourriez me donner des données chiffrées? Montrez-moi les dossiers, ce qui s'est passé, parce que vous seriez vraiment surpris. Il y a pas mal d'endroits au monde où
l'information ne se retrouve pas sur Internet. Je crois, enfin, je sais même pas si, oui, dans les îles Salomon, le premier journal a commencé à diffuser des informations par Internet en 2009. Mais donc, il n'y a rien pour la période précédente. Et donc, lorsque j'ai posé la question aux forces de police, ils m'ont dit non, on ne peut pas vous le dire. Et je ne pouvais obtenir les informations que si je demandais l'activation de la loi sur la publicité des informations. Et en fait, ils ne pouvaient pas donner ces informations parce qu'ils me disaient mais il y a pas de gang. Pourquoi? Parce que le tourisme est une source de rentrée financière importante. Et si on en parle dans les médias, si tout cela est couvert par les médias, on risque de dire « Oh là là, mais imaginez-vous tous ces massacres dans les îles Salomon, ces fusillades. Imaginez-vous les effets pour le tourisme. » Donc, il ne fallait pas espérer que les autorités m'aident à obtenir plus d'informations par rapport à ces fusillades. Alors, je l'ai dit, dans certains pays, vous n'avez même pas de données concernant le nombre total d'homicides impliquant des armes à feu. Alors, imaginez-vous des informations concernant les fusillades en public ou dans des lieux publics. Donc, cette liste que j'ai constituée, je ne peux pas vous garantir qu'elle soit complètement complète, mais ce que je peux vous dire, c'est que j'ai retrouvé toutes les informations concernant ce qui s'est passé aux États-Unis, en Europe, mais il y aura certainement toute une série d'autres dossiers, d'autres fusillades que je n'ai pas pu intégrer dans ces données, dans ce tableau. Donc, les États-Unis, bien sûr, seront présentés dans ce type de comparaison de façon bien moins positive, beaucoup trop négative, et ce sera certainement vu comme ça dans l'Union européenne. Et ça ne correspond pas à la réalité. Alors, bon, j'ai ici ce qui s'est passé en Inde, vous avez en France avec les attaques perpétrées au mois de novembre 2015, avec 130 personnes qui ont été tuées. Il y a d'ailleurs des choses assez curieuses. Là, on voit par exemple déjà plus de 200 personnes qui ont été tuées. Alors, bon, les attaques en France et celles perpétrées en Afrique sont assez similaires. Elles ont été perpétrées par l'État islamique, dictées par les mêmes motivations lorsqu'ils attaquent par exemple des populations au Kenya, au Pakistan, au Nigeria. Et ce sont les mêmes motivations que ceux que l'on a vus en France. Donc, les mêmes groupes mus par les mêmes motivations. La liste continue jusqu'à en 25 positions. Les États-Unis, vous ne retrouverez pas les États-Unis dans les 25 premières positions jusqu'à cette fusillade dans le club à Orlando. Donc on devrait peut-être les placer alors en 16e position. Bon, bien sûr, vous avez les attentats perpétrés à Istanbul à la fin de l'année 2016 que l'on retrouverait également dans ce classement des 25 attaques les plus mortelles. Mais donc, pas mal de ces attaques ont d'ailleurs été perpétrées par toute une série de groupes islamiques. Donc, voilà, ce que vous devez garder à l'esprit, c'est le fait que les États-Unis et l'Europe, par rapport aux autres pays, donnent le sentiment que la situation est plus mauvaise qu'ailleurs. Lorsque je vois ici, je reprends les chiffres pour des fusillade avec au minimum 50 victimes. Pour l'Afrique, vous avez un pourcentage supérieur à ce que l'on observe aux États-Unis, 277%. L'Europe, c'est 65% supérieur à ce que l'on observe aux États-Unis. L'Inde et le Pakistan, c'est légèrement inférieur. Je parle du taux par habitant. Israël, là, le taux, explose. On est à plus de 2060%. Les Philippines, on est un peu en deçà d'une différence de près de 500% par rapport au taux que l'on observe aux États-Unis. Donc, voilà pour la comparaison entre les pays. Alors, il y a peut-être un élément que je souhaitais encore mettre en exergue. Et dans le cadre de ces fusillades perpétrées aux États-Unis, mais également en Europe, ces fusillades ont lieu dans des endroits où, normalement, les armes sont interdites.
Aux États-Unis, seuls 4 endroits, ou plutôt 4 fusillades ont eu lieu dans des endroits où les gens étaient autorisés à porter des armes. En Europe, pour autant que mes informations sont exactes, toutes ces fusillades ont eu lieu dans des zones où les personnes ne sont pas autorisées à porter des armes pour leur protection. Alors, lorsque vous examinez ces situations, et il y a un chapitre dans le livre qui évoque cette situation, vous avez chaque fois des déclarations explicites faites par les meurtriers. Pourquoi ont-ils retenu ces cibles? Je vais vous donner un exemple qui n'a pas eu lieu l'année dernière. À Détroit, un père s'inquiétait de l'évolution que connaissaient ses fils. Ils avaient des liens avec l'État islamique. Il a informé le FBI, a partagé ses préoccupations. Le FBI a à ce moment-là enregistré les conversations et ils ont enregistré une conversation qui faisait froid dans le dos où ce jeune homme parlait à un compatriote au téléphone et il partageait sa volonté d'attaquer une des plus grandes églises de la zone de Détroit. Et pourquoi? Pourquoi voulait-il attaquer cette église? C'est tout simplement parce que elle interdisait que l'on porte les armes de façon dissimulée. Et pourquoi est-ce que c'était important pour lui? C'est parce que ça le permettait à ce moment-là d'entrer dans cette église, de tuer un maximum de personnes avant que n'importe qui puisse utiliser une arme pour le neutraliser. Alors certains vont dire ces types sont fous ou stupides, mais ils ont un objectif. Ils ont un objectif bien précis. Ils veulent tuer un maximum de victimes. Mais pourquoi veulent-ils le faire? C'est tout simplement parce qu'ils veulent bénéficier d'une certaine publicité. Plus ils tueront des gens et plus ils feront l'attention des médias. Derniers exemples. Vous connaissez Sandy Hook, hein, le tireur de Sandy Hook dans le Connecticut. Mais vous ne le savez peut-être pas, mais lorsque la police est entrée dans son domicile, ils ont trouvé une forme de dissertation sur les massacres en public. Il avait analysé ces fusillades sur une longue période d'années, avait chaque fois identifié le nombre de victimes, personnes tuées, blessées, et puis pour chaque attaque, les articles dans les médias. Et il avait constaté que plus on tuait les gens et plus on bénéficiait d'une attention accrue des médias. Et donc, la police a dit que son objectif était de tuer encore plus de personnes que Anders Breivik, parce qu'il voulait véritablement bénéficier d'une attention médiatique au niveau international qui dépassait largement ce qui s'était fait en Norvège. Pourquoi est-ce qu'il a choisi une école? C'est parce qu'il était certain que cela susciterait l'horreur et que cela permettrait d'avoir encore plus d'attention de la part des médias que s'il avait, par exemple, choisi d'ouvrir le feu sur un autre groupe quelconque. Donc, le président Obama est intervenu à plusieurs reprises dans ce débat en disant que si davantage d'armes était une solution pour mettre un terme à ces fusillades, il n'y aurait plus de fusillades aux États-Unis. Mais apparemment, ce qu'il refuse de reconnaître, et il n'est pas le seul à commettre cette erreur, c'est qu'avoir une arme à domicile ne vous protège pas par rapport à une fusillade en public si vous rendez dans un cinéma. Donc, bon, autre exemple qui me vient à l'esprit, la fusillade dans le cinéma au Colorado, vous vous rappelez tous ce dossier. Il y avait 7 cinémas qui étaient dans une zone autour du logement de cette personne, et il y avait simplement dans un cinéma des affiches interdisant le port d'armes. Voilà, vous pouvez avoir un permis pour le port d'armes dissimulé, mais les propriétaires, par exemple d'un cinéma, peuvent décider si oui ou non ils acceptent que les gens portent une arme dans leur cinéma. Donc un seul cinéma avait indiqué ce type d'interdiction, avait affiché cette information, et c'est ce cinéma qu'il a choisi. Il n'a pas choisi le cinéma qui était le plus proche de chez lui. Il n'a pas été non plus dans le cinéma qui se targuait d'avoir la plus grande salle. C'était une première pour le film Batman. Il pensait que c'était une bonne chose. Il a analysé ces différentes situations. Il
a choisi le seul cinéma qui interdisait le port d'armes dissimulées. Et donc, on a une déclaration, enfin, on n'a pas de déclaration de sa part pour dire ça, mais lorsque, rappelez-vous le massacre à Omaha, Nebraska, 8 dans les grands magasins. Celui qui a été retenu, c'est celui qui était situé le plus loin de là où habitait le tueur. Uniquement, il a choisi celui-là parce qu'il interdisait le port d'armes. Même chose pour d'autres dossiers que l'on a vus, où là aussi, il avait choisi, par exemple à Salt Lake City. Là, à nouveau, deux grands magasins centres commerciaux avaient indiqué qu'ils interdisaient le port d'armes, mais c'est non celui-là qu'il a été. Regardez ce qui s'est fait dans les Siena, comme à Lafayette par exemple en 2015. À nouveau, il y avait 6 cinémas, mais il a choisi le cinéma qui avait affiché une interdiction de port d'armes dissimulées. Donc, si vous vivez dans un État aux États-Unis, vous avez le droit au port d'armes, il y en a 42. Dans la plupart de ces États, vous pouvez porter votre arme de façon dissimulée, de façon un peu partout, mais 98 à 99% des attaques ont lieu dans des zones où le port d'armes est interdit. Et ils sont véritablement limités dans cette zone où les gens ne sont pas autorisés à porter leur arme de façon dissimulée pour leur protection. Donc voilà, je vais rapidement passer ces points en revue avant d'arriver à ma conclusion. Ce que les gens ne semblent pas comprendre, c'est que les terroristes ont un avantage stratégique majeur. On en a parlé pendant le lunch, mais lorsque vous examinez, par exemple, ce qui s'est passé après la fusillade à Charlie Hebdo, quelle fut la réponse des politiques français? Il a mis 10 000 militaires en rue pour assurer la surveillance de toute une série d'endroits publics. Je ne pense pas que ce soit véritablement une réponse sérieuse. Tout d'abord, vous ne pourrez pas avoir en permanence 10 000 militaires en rue. Mais quand bien même s'ils avaient 100 000, 200 000 militaires dans une ville qui compte 2,3 millions d'habitants, il est totalement impossible de surveiller toutes les cibles potentielles. Qui a été tué? Quelle fut la première victime de l'attaque à Charlie Hebdo? Le policier chargé d'assurer la surveillance. Istanbul, la première personne tuée, c'était l'officier de police qui était présent sur place. À Orlando, la fusillade intervenue l'année dernière, la première personne abattue n'a pas été tuée, mais la première personne abattue, c'était un policier qui n'était même pas en service, mais qui avait régulièrement surveillé la place. Il s'est fait tirer dessus et ensuite l'assassin a pu accéder aux locaux pour abattre ses victimes. Donc chaque fois qu'un policier est présent sur place, il est la première victime du tueur. Lorsqu'une attaque, ou plutôt lorsque les terroristes attaquent, ils ont différentes possibilités. Soit d'abord tuer ceux qui portent un uniforme ou attendre qu'ils quittent la scène pour attaquer, ou alors choisir une autre cible qui n'est pas nécessairement soumise à la surveillance. Pendant des dizaines d'années, Israël a été confronté à toute une série de fusillades en public, même avant qu'Israël ne devienne un pays. Et pendant des dizaines d'années, la réponse des autorités israéliennes était de renforcer les effectifs de police militaires pour assurer une meilleure surveillance dans les villes. Mais quand ils constataient, mais peu importe les montants investis, si les terroristes sont suffisamment patients, il y aura tôt ou tard une opportunité qui leur permettra à nouveau de commettre un nouveau fait, de se livrer à une nouvelle attaque. Alors en 1972, les autorités ont autorisé le port d'armes pour protection. 50% des adultes ont alors demandé ces permis de port d'armes. Non seulement la situation est plus difficile pour les terroristes, mais ça facilite également le travail des policiers qui doivent assurer la surveillance de ces sites. Bon, si je suis un officier de police en uniforme, un terroriste arrive et il se révèle parce qu'en commençant à ouvrir le feu sur le policier, mais il s'est également révélé par rapport à d'autres personnes qui portent une arme à feu.
Et ces personnes-là pourraient, à ce moment-là, utiliser leurs armes pour neutraliser, pour abattre le terrorisme. Autoriser le port d'armes réduit les options, neutralise l'avantage stratégique du tueur et facilite également le travail des policiers, rend leur travail plus sûr. Rappelez-vous qui était Ron Noble? Il était le secrétaire général d'Interpol, qui est finalement une organisation internationale, principalement, enfin c'est la version européenne du FBI dans une certaine mesure. Et il était donc secrétaire général d'Interpol, a assumé cette fonction entre 2000 et 2014. Lorsque Noble a assumé cette fonction pour la première fois, il était partisan du contrôle des armes. Mais arrivé au terme de son mandat, ses positions avaient complètement changé. Vous avez deux possibilités pour protéger les citoyens. Vous pouvez effectivement faire en sorte qu'il ne puisse pas y avoir d'armes dans une zone. Vous pouvez les protéger. Mais il était impossible, c'est l'enseignement qu'il avait tiré, il était totalement impossible d'assurer qu'il n'y ait absolument aucune arme dans une zone. Lorsque vous parlez de certains types d'armes, si vous donnez 6 mois pour planifier le type d'attaque sur un restaurant, un cinéma, généralement ils prennent 1 an, 2 ans. Vous devez savoir, le Sandy Hook a préparé ses attaques pendant près de 2 ans. Ces types-là vont trouver la possibilité finalement d'amener les armes dans ces zones d'exclusion d'armes. Et la seule possibilité, la seule solution, c'est de faire en sorte que les citoyens, ou plutôt si vous voulez assurer, ou plutôt en mettant ce type de règles qui interdisent les armes, vous vulnérabilisez les citoyens qui respectent la loi. Il n'est pas possible que la police assure la sécurité de toutes les zones, mais si vous le faites, ces personnes seront les premières victimes et ensuite, les autres citoyens qui ne portent pas d'armes seront également victimes de ces tueurs. Donc, Noble, enfin, je ne sais pas si, pour quelle raison, il n'a pas été reconduit à ses fonctions, peut-être parce que justement il avait changé sa position par rapport à l'arme ou au port d'armes. Non, il avait dit qu'il fallait tout simplement faire en sorte que, par exemple, les services de gardiennage puissent également porter des armes, comme on le voit aux États-Unis et en Israël. Mais donc, en résumé, au terme de mes recherches, je suis arrivé à certaines conclusions qui ont fini par me convaincre. Dans notre société, ce sont les personnes les plus vulnérables qui sont véritablement les bénéficiaires de la détention des armes. Il y a 2 groupes qui en profitent le plus. D'abord, les femmes et ensuite les personnes âgées. Ces personnes sont physiquement plus faibles et peuvent, bien sûr, davantage bénéficier de cette option de protection. On parle toujours de jeunes hommes responsables de ce type d'attaque. Et lorsqu'un jeune homme âgé de 20 ans, lorsqu'il attaque une victime, lorsqu'il attaque, c'est généralement une femme ou des personnes âgées. La présence d'une arme fait une grande différence entre un homme qui attaque une femme et un homme qui attaque un autre homme. Mais bon, je pourrais répondre à toute une série de questions à ce sujet tout à l'heure. Mais un autre groupe important aux États-Unis qui profitent de cela, ce sont les Noirs, notamment les Noirs qui vivent dans des zones en proie à la criminalité. C'est justement ce groupe-là qui peut le plus profiter de cela. Une réponse, je dirais, le délai d'intervention des forces de police aux États-Unis est de 8 minutes. La banlieue, c'est 11 minutes. Et une fois que vous sortez des villes, ce délai peut alors monter à 45 minutes. On parle des zones rurales, des zones à la campagne. Dans la banlieue, peut-être une réponse dans les 20 minutes. Donc même si quelqu'un peut appeler la police, 11 minutes fait une énorme différence. Pendant 11 minutes, imaginez-vous ce que l'on peut faire. Dans certaines régions, aux États-Unis, vous n'avez même pas une protection 24 heures sur 24. Enfin, je dis une protection par les services de police. Donc, permettre aux personnes de se défendre peut assurer la plus grande sécurité pour ces personnes.
Et donc ce sont les plus vulnérables qui peuvent profiter au mieux de cela. Et lorsque l'on a pris des mesures de contrôle des armes, les principales victimes sont les personnes qui ont respecté les lois. J'en ai parlé avec Daniel à table. Il y a peut-être 500 personnes qui ont un port d'armes, qui ont une autorisation de port d'armes dissimulée. Mais je pense que ce sont toutes des personnes qui ont des contacts avec des autorités privilégiées. Ce ne sont pas les personnes qui vivent dans des zones en proie à la grande criminalité. Ce n'est pas véritablement les personnes qui attirent l'attention des services de police. Mais vous avez d'autres personnes qui en ont beaucoup plus besoin et qui ont beaucoup plus besoin de ça que ceux qui ont ce type de permis. Aux États-Unis, vous avez deux types d'États différents. Dans tous les États, vous pouvez avoir un port d'armes dissimulé, 50 millions, je dirais. Dans 12 pays, il ne vous en faut pas. Pardon, dans 12 États, il ne vous en faut pas. Mais dans 8 États, comme en Belgique, où vous devez démontrer le besoin avant que l'on ne vous délivre le permis. Dans certaines régions, ce sont des acteurs, des dirigeants de syndicats, de journaux importants, des juges, des procureurs, généralement des personnalités qui ont des connexions politiques à San Francisco. Bon, je ne sais pas cette année, mais par le passé, une personne avait ce permis, ce type de permis pour armes dissimulées. C'était l'avocat du shérif. L'avocat du shérif a disposé de ce type de permis. Je suis certain qu'il avait les meilleures raisons, mais je pense qu'il y avait peut-être d'autres personnes qui en auraient besoin aussi. Voilà, donc je suis tout à fait disposé à répondre à vos questions. Je pourrais parler pendant des heures et des heures. J'espère que, Daniel m'a dit que je pouvais parler pendant 1h30. J'espère que je n'ai pas exagéré. Mais voilà, je l'ai dit, je l'avais averti. Si je suis intarissable sur le sujet, donc si vous le souhaitez. Mais voilà, si vous avez des questions, je suis tout à fait à votre disposition pour y répondre. Voilà, pour la série de questions, d'abord,